Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Top 2 et aujourd'hui on fait un Top 2 chez Flying Games. Alors déjà avant toute chose, Flying Games c'est une jeune maison d'édition parce que si je dis pas de bêtises, elle est née en 2016 donc il n'y a pas énormément de jeux dans cette maison d'édition, du moins édité par Flying Games. Du coup, il a fallu être un petit peu sévère pour pouvoir effectuer ces 3 tops. Je rappelle, il y a le top des jeux que j'aime bien, que j'adore, le top des jeux bof, parce qu'on n'aime pas dire qu'on n'aime pas, et enfin le top des jeux que j'aimerais jouer, que j'aimerais tester, que je n'ai pas encore pu essayer. Flying Games, c'est une maison d'édition spécialisée dans le jeu familial, le jeu accessible et qui peut plaire au plus grand nombre. On retrouve plusieurs points communs aussi chez les jeux qui sont édités par cette maison d'édition. Les petites figurines, et oui, sur beaucoup de jeux, on a le droit à des figurines bien détaillées, bien colorées. Vous allez voir, on va en parler via différents jeux et je vous inviterai à aller découvrir d'autres jeux d'ailleurs aussi chez la maison d'édition directement. Mais c'est pas tout, il y a aussi Kemi Shoshi, c'est l'illustratrice principale de chez Flying Games. Elle a donc illustré la plupart des jeux qu'on va évoquer aujourd'hui, donc n'hésitez pas aussi à admirer son travail. Et de façon générale, il y a une mécanique que Flying Games aime bien, c'est le stop ou encore, et le fait aussi d'avoir des plateaux modulables, mais on va voir ça grâce à la sélection de jeux. Pour ça, on commence par le premier top, qui est le top des jeux que j'aime bien. Et peut-être que vous vous en doutez, mais le premier jeu que je vais citer aujourd'hui, c'est Kiva. Kiva, c'est un jeu familial signé Johan Goupy et Guillaume Scholz, je sais pas trop comment ça se prononce. Dans ce jeu, on va devoir être le plus riche des marchands de l'oasis Kiva, et pour ça, il va falloir attirer des caravanes vers sa propre échoppe personnelle, vers son plateau individuel. Alors, les caravanes, c'est quoi ? C'est des chameaux, vraiment physiques sur le plateau de jeu, ou des dromadaires, on voit pas le nombre de boss. C'est à vous de faire votre choix. Et pour ce faire, on va jouer des cartes. Il y a 5 couleurs de chameaux et donc 5 couleurs différentes aussi de cartes. Ces dernières sont d'ailleurs numérotées de 1 à 5 et vont donc nous permettre de faire avancer la caravane de 1 à 5 cases. Comment ça va se passer ? Au début de la partie, il y a donc un plateau central rond avec les fameuses caravanes dessus. Chaque joueur va donc prendre une fameuse piste avec les cases qu'il va falloir traverser pour venir jusqu'à chez nous et un plateau individuel. À chaque tour, tous les joueurs et joueuses vont jouer en même temps une carte et donner une carte face cachée à son voisin ou sa voisine de gauche. On dévoile alors les cartes en même temps et on fait donc avancer le chameau correspondant à la couleur de la carte du nombre de cases indiquées sur cette dernière. Si plusieurs joueurs ont joué la même couleur de carte et donc le même chameau, c'est la plus petite carte qui l'emporte. Les autres joueurs prendront donc un rubis en compensation. Le but de ce jeu va être de faire un maximum de points, des points de réputation, des points de vente. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre en jeu grâce à du thé, du sel ou des tapis. 3 ressources présentes dans le jeu. Le jeu s'arrête lorsque l'une des piles ressources est vide, que ce soit le sel, les tapis ou le thé. Et on compte les points, celui ou celle qui en a le plus a gagné la partie. Pourquoi est-ce que je trouve que ce jeu est super bien ? Parce que déjà ça s'adresse à un public très large, c'est facile à prendre en main et il y a juste la dose qu'il faut de fourberie pour que ce soit vraiment amusant. Puisque oui, le fait de donner une carte face cachée à son voisin permet de driver aussi un petit peu son jeu et de réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir un petit peu l'embêter. Aussi, on va avoir une vue d'ensemble sur les cartes qui sont jouées, puisque oui, les cartes sont numérotées de 1 à 5 et elles sont uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a que un 1 blanc, un 5 vert, etc., etc. Donc si on voit que les cartes 1, 2, 3 cartes d'une couleur sont déjà sorties, on peut se permettre de jouer le 5 en sachant qu'on ne sera pas contré. Il y a d'ailleurs une petite variante qui est directement appliquée lorsque l'on joue à 2, mais qu'on peut appliquer aussi quand on joue à plus, c'est de jouer 2 cartes et d'en donner 2 à notre voisin. Ça rajoute encore plus de challenge. Ce jeu, il n'est pas sorti, il ne sort qu'au mois de juin prochain. Moi, j'ai pu y jouer au mois d'avril avec Johan Goupy, qui est auteur sur le jeu lors d'un festival. Et si vous voulez aussi vous tenter avant de le précommander, par exemple, il est disponible sur BGA. Le deuxième jeu que je vais citer dans ce top de jeux que j'adore ou que j'aime bien chez Flying Games, c'est un jeu signé Benoît Turpin et Florian Siriex. Il s'agit de La Planche des Pirates. Alors oui, La Planche des Pirates, c'est un jeu pour enfants, mais que je trouve génialissime.
tout simplement. Il est tellement bien d'ailleurs qu'il a même été nommé aux As d'Or en 2023. Qu'est-ce que ça nous raconte la planche des pirates? Eh bien, nous sommes un équipage d'éléphants qui allons fouiller et essayer de voler le trésor du capitaine Girafe. Le but, ça va être de ne pas se faire griller et de réussir à faire tomber ses collègues de la planche des pirates. C'est assez malin puisqu'on va jouer directement avec la boîte de jeu qui va donc devenir le plateau une fois retourné. En fait, on voit bien qu'il y a un bateau dessiné sur la boîte, il y a des aimants à l'intérieur, et ça va donc attirer et laisser coller les fameuses planches de pirates puisqu'on va pouvoir jouer à 4, donc on va pouvoir venir mettre 4 planches de pirates. Sur ces planches, on y met donc nos fameux éléphants, chacun choisit la couleur de son choix, et là on part sur un système de stop ou encore. Le trésor du capitaine Girafe est représenté par une pioche où on va donc dévoiler des objets. On peut avoir des pierres précieuses, des crochets, des boussoles, des pièces d'or, bref, tout l'attirail pour un bon pirate. À notre tour de jeu, on va pouvoir dévoiler plusieurs cartes de ce fameux trésor. Et c'est là où va s'appliquer le stop ou encore. On va en dévoiler une, peut-être une deuxième, peut-être une troisième, etc., etc. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, il faut savoir que l'enjeu, c'est de ne pas tomber. Et qu'il y a 2 façons de tomber. Soit il y a trop de poids au bout de notre planche, soit on s'est trop avancé sur cette dernière. À notre tour de jeu, quand on va retourner des cartes, si on s'arrête et que nos cartes sont toutes différentes, on va pouvoir mettre des poids sur une planche d'un adversaire. Mais si à un moment donné, on dévoile des cartes identiques, eh bien on va devoir faire avancer notre propre éléphant sur sa propre planche. Un beau principe de stop ou encore donc, mais attention, si on arrive à dévoiler 6 objets différents, c'est victoire instantanée. Alors, est-ce que vous allez être gourmand ou gourmande? À vous de voir, à vous de jouer. Moi, c'est un jeu que je trouve génial. Ça marche très bien en famille. Les enfants se marrent à chaque fois aussi lors de cette partie. Je trouve ça malin d'utiliser d'ailleurs aussi cette boîte de jeu comme plateau. Bref, ça marche bien. Voilà en tout cas pour les 2 jeux de la catégorie top que j'adore ou que j'aime bien. On passe maintenant aux jeux que je n'ai pas pu jouer, que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, mais qui me font bien envie. Et pour cette catégorie, eh bien, on va parler de 2 jeux une fois encore, et cette fois-ci 2 jeux de 2 joueurs uniquement. Et on va commencer avec Ice Team de Bruno Catala et Matthew Dunstan, un véritable jeu de course sur banquise. On va encore une fois avoir des belles figurines, un petit peu d'ailleurs, comme dans la planche des pirates où on a eu les éléphants. Ici, on va avoir des ours polaires qui vont donc faire la course sur la banquise et essayer de rafler un maximum de poissons. Ce qui est malin avec ce jeu, c'est que les 4 planches qui forment la piste de course sont complètement modulables, ce qui permet de varier les parties. Comment ça va se jouer? Eh bien, au dé, un dé qui va nous permettre de savoir de combien de cases est-ce qu'on va bouger ou est-ce qu'on va aussi voler du poisson à notre adversaire. Puisque arriver au bout de la course, c'est bien, mais il va falloir avoir un maximum de poissons aussi. Et là, 2 choix, soit on va le pêcher soi-même, soit on va le voler à notre voisin. Tous nos mouvements vont être décisifs puisque chaque case sur laquelle on va aller ou sur laquelle on va partir va avoir un impact sur notre avancée. Il y a des banquises fragilisées qui vont se détruire après notre passage, des banquises qui vont nous permettre de rejouer, des igloos qui vont nous permettre de gagner du poisson, des pingouins qui vont nous permettre de congeler notre poisson pour que notre adversaire ne puisse pas nous le voler. Bref, c'est assez complet, c'est assez réfléchi pour une course et c'est tout de même assez accessible pour les petits et les grands. Je pense que la mécanique est intéressante et que chance ou pas chance, on peut appliquer une façon de jouer, que ce soit pour voler du poisson ou d'avancer. Là encore, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on fait le gourmand ou est-ce qu'on va essayer de tracer pour arriver à la ligne d'arrivée? À vous de voir ce que vous préférez. C'est un jeu qui me dit bien, même si en soi, en général, le thème polaire ne me parle pas forcément beaucoup non plus. Mais pourquoi pas? Écoutez, c'est à tester. Pour le second jeu de cette catégorie, on change d'ailleurs d'ambiance. On reste néanmoins sur un jeu à 2. C'est signé Jean Pinault et Antoine Guilaine. Il s'agit de Monkey, un jeu où cette fois-ci, on va jouer un singe qui va vouloir récolter des fruits. Au début de la partie, chaque joueur choisit son singe et son plateau qui est attribué. Une fois que c'est fait, eh bien, on va venir récolter des fruits. Parce que oui, il y a 2 façons de gagner dans ce jeu. Soit récolter 8 fruits normaux différents, ou 4 fruits différents dorés. Et pour ce faire, eh bien, à notre tour de jeu, on va pouvoir dévoiler des fruits dans les fameuses jarres qu'on va rencontrer sur notre chemin. Soit on est gourmand et on va essayer d'en découvrir un maximum au risque d'en dévoiler des identiques et de tout perdre, soit on va être raisonnable et faire en sorte d'en récupérer peut-être moins, mais des différents. Le plus de ce jeu, eh bien, c'est son édition. Je trouve que c'est joli, que c'est malin. Je pense qu'en plus, dans la mécanique et dans la façon de jouer, c'est aussi rapide. Les parties peuvent aller très vite et c'est idéal
idéal donc pour moi pour partir en vacances quand on part à deux, voilà. À un moment donné, on a 5 minutes pour faire une partie, eh bien on lance un petit monkey, pourquoi pas. Ce qui nous fait arriver à la dernière catégorie de ce top, les tops bof, parce qu'on n'aime pas dire qu'on n'aime pas. Et je suis obligée dans cette catégorie de mettre Jurassic Snack de Bruno Catala. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, comparé à Monkey ou encore à Ice Team, c'est très simple et c'est beaucoup moins profond comme jeu. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit un mauvais jeu, au contraire, je pense que ça se joue très bien et surtout avec les enfants. Juste, il fallait que je fasse un top et il a fallu que je juge aussi les jeux dans la petite sélection que je connaissais. Du coup, Jurassic Snack se retrouve ici. Au nom, vous vous en doutez, on va jouer des dinosaures une fois encore sous forme de belles figurines colorées. On va donc soit jouer des diplodocus jaunes, soit des diplodocus bleus. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes plutôt carnivore, de temps en temps, vous allez pouvoir jouer aussi le T-Rex rouge. Le but du jeu, donc, c'est de faire un maximum de points. Et pour ça, on va manger des feuilles avec nos diplodocus. À notre tour de jeu, donc, on va pouvoir déplacer un diplodocus de notre équipe en ligne droite, donc en ligne ou en colonne. Si on a un obstacle de feuilles, eh bien, on va pouvoir venir manger ces feuilles qui vont soit nous rapporter des points de victoire, soit des effets applicables. Mais, comme je le disais, on peut aussi décider de ne pas bouger nos diplodocus et bouger le T-Rex. Lui, il va pouvoir se déplacer de la même manière. Il ne va pas pouvoir manger des feuilles, mais il va plus ou moins pouvoir manger les diplodocus. Donc on va pouvoir peut-être se débarrasser des diplodocus de notre adversaire. La partie se termine quand soit il n'y a plus d'arbres, soit il n'y a plus de diplodocus, soit personne n'a pu faire d'action vraiment concrète en 2 tours. Quoi qu'il en soit, c'est le joueur ou la joueuse qui a amassé le plus de points feuilles à la fin de la partie qui gagne. C'est tout mignon, hein, c'est très simple, mais voilà, c'est très simple et je pense que à un moment donné, on a envie de plus. Ce que peut apporter par exemple Monkey ou Ice Team. Pas les mêmes jeux, hein, mais comme on est quand même sur des plateaux modulables avec aussi des petites figurines, moi j'aurais tendance à m'orienter sur les 2 autres jeux plutôt que celui-là. Mais je le rappelle, ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Et d'ailleurs, en disant ça, on passe donc au dernier jeu de ce top bof. C'est un jeu auquel j'ai joué plein de fois, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu que je mets ici, parce que dans le classement que je fais, il se retrouve ici, tout simplement. Et ce dernier jeu, il est aussi signé Antoine Guilaine. C'est Mojo, un jeu de défausse de cartes, avec pour but faire le moins de points possible. Dans Mojo, on va donc avoir des cartes qui sont colorées et numérotées de 0 à 12. Plus les cartes sont petites, plus elles sont de couleur froide, plus elles sont importantes et plus elles ont une couleur chaude. Par exemple, le 12 va être en rose-rouge alors que le 0 est en bleu glacial. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais donc défausser des cartes. Et pour ce faire, je vais devoir regarder ce qu'il y a déjà en dernière carte défaussée. Donc la carte visible de la défausse. Soit je joue plus petit que ce qui est affiché et on continue un tour de jeu classique, soit je joue de façon identique et dans ce cas je peux rejouer, soit je joue plus grand et dans ce cas je vais devoir piocher, au risque de piocher donc une carte plus grande que celle dont je viens de me débarrasser. Attention, on va compter à la fin du tour que les plus grandes cartes des familles. Je vous ai parlé de couleurs, par exemple le 0 et le 1 sont en bleu. Dans cette famille, il n'y a que la plus grande carte qui va compter. Donc même si j'ai 4-1 à la fin du tour, ça ne comptera que 1 point et pas 4. Si par exemple en orange j'ai un 8 et un 9, je ne compterai que le 9, pas le 8. Donc soit on va essayer de se débarrasser de nos grosses cartes, soit on va essayer de se débarrasser des couleurs de cartes pour essayer d'avoir qu'une seule famille, puisqu'on ne va compter que la plus grande de cette famille-là. Plusieurs façons de jouer donc, sachant que lorsque un joueur ou une joueuse n'a plus que 3 cartes en main, il active le Mojo Time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 dernières cartes, il ne va pas pouvoir les défausser. Il va les mettre face cachée devant lui, et lorsque ça reviendra à son tour, il va devoir en dévoiler une. Ainsi de suite jusqu'à ce que ces 3 cartes soient dévoilées. Dans ce cas, c'est la fin du tour. Si le joueur qui a activé le Mojo Time a moins de points que tous les autres, il fait 0 points. S'il a plus de points que l'un des joueurs autour de la table, que l'un de ses adversaires, dans ce cas, il va compter les points de ses cartes comme d'habitude, mais ajouter 10 points de plus apportés par la carte Mojo Time. C'est un jeu très simple qui peut se jouer avec absolument tout le monde, même les non-joueurs et notamment à l'apéritif. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui va se jouer comme ça en début de soirée, tranquillement, etc. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu simple, sans histoire, sans pitch. Voilà, ça s'applique comme, je suis désolée de la comparaison, mais un peu le Uno, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de cartes avec des chiffres point barre. C'est pour ça que je le mets là dans les jeux bof. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu une fois encore, c'est juste que
bon bah il est là, il est sympa, mais c'est pas non plus le jeu de l'année quoi. Voilà en tout cas pour mes tops de chez Flying Games. N'hésitez pas en commentaire à me faire le vôtre, que ce soit avec des jeux que j'ai pas cités, que je ne connais pas chez Flying Games, ce qui pourra peut-être m'attirer vers eux, ou justement des jeux que j'ai cités que vous aimez pas du tout. En tout cas, votre avis m'intéresse. Sur ce, je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.